Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon bilan culturel du mois de juin. Et ce mois-ci, on a énormément d'œuvres dont on doit parler. On a 9 films, 3 séries, sans oublier tous les programmes que je n'ai pas pu voir malheureusement, manque de temps. Je pense à En roue libre, je pense à Compétition officielle, je pense à El Buen Patron, donc des films qui avaient l'air vraiment chouettes et pour le coup je n'ai pas pu les voir, donc j'espère qu'on pourra en parler plus tard, mais ils ne seront pas présents dans ce bilan culturel. Sans plus tarder, commençons par les films, et la première œuvre dont j'ai envie de vous parler est sortie le 8 juin en salle. Il s'agit du 3e opus de la saga Jurassic World, en l'occurrence Jurassic World Dominion. Jurassic World, c'est un dérivé de Jurassic Park qui a été lancé en 2015 et dans lequel on suit Chris Pratt en éleveur de raptors. Pour ma part, j'adore Jurassic Park, j'adore Jurassic World, alors forcément j'attendais avec impatience ce nouvel opus. L'histoire prend place 4 ans après la destruction de l'île Isla Nublar sur laquelle était installé le parc Jurassic World. Problème, les dinosaures sont désormais en liberté et l'espèce humaine va devoir apprendre à cohabiter avec eux dans la vie de tous les jours. Jurassic World Dominion, c'est tout ce que je déteste dans les blockbusters contemporains. On a des personnages qui sont peu, voire pas développés. C'est des coquilles vides en fait, ils n'évoluent pas au fil du récit. Il n'y a pas en fait de développement de personnages et ils sont simplement là pour exécuter des actions qui vont faire avancer l'histoire. L'action, il y en a trop, il y a même que ça. Et il y a aussi une certaine absence d'enjeu émotionnel, c'est ce qu'on appelle la plot armor, donc littéralement l'armure scénaristique. On sait pertinemment que ce sont nos protagonistes et donc qui ne vont pas mourir. Ce qui fait qu'à plusieurs reprises, on a nos personnages principaux qui sont dans des situations complexes, où ils frôlent la mort, on peut le dire, sauf qu'on sait pertinemment qu'ils vont survivre. Et donc à partir du moment où tu t'es rendu compte que jamais ils ne tueront l'un de leurs personnages principaux, eh bien le film perd tout enjeu. Et donc quand Chris Pratt se fait courser par des dinosaures dans les rues, on sait très bien qui parviendra à s'en sortir. Et tout de suite, ça fait perdre un certain suspense au film. De plus, avec les dinosaures en liberté, il y avait quand même moyen de développer tout un tas de sous-intrigues. Comment est-ce qu'ils cohabitent avec les hommes, comment est-ce que les hommes, eux, font pour vivre avec des créatures qui sont imprévisibles à leur côté. Mais non, le film prend place dans un sanctuaire. C'est-à-dire que Colin Trevorrow, donc qui réalise le film, il balaye d'un revers de la main toutes nos attentes, puisque il situe son action, en tout cas les 2/3 de son action, dans un huis clos, dans un endroit où les dinosaures sont préservés des hommes. Un autre film dont j'ai envie de vous parler, et pour le coup je suis bien plus positive à ce sujet, il s'agit de Men d'Alex Garland, donc sorti le 8 juin également. On y suit Harper, une jeune femme qui, à la suite du suicide de son mari, va décider de partir dans la campagne anglaise afin de se ressourcer, sauf que là-bas, elle va être poursuivie par des hommes qui mystérieusement ont tous le même visage. Moi, Alex Garland, c'est un réalisateur que j'affectionne énormément. Il a donc réalisé notamment Ex Machina et Annihilation. Men est donc son 3e film et il est particulièrement doué pour instaurer un climat de tension. Autant vous dire que Men s'y prête parfaitement. Alex Garland, il vient convoquer un imaginaire de tout temps à travers notamment le symbolisme religieux. Ça passe par le mythe d'Ève, ça passe par le mythe de l'homme vert, ou encore un imaginaire plus récent avec les codes du cinéma d'horreur, typiquement l'utilisation de jumpscares. Tout ça dans l'objectif de venir illustrer ce qu'est la masculinité toxique, quelque chose qui de base n'est qu'une idée, et ici il va vraiment venir lui donner vie en fait dans son image. Lorsque Harper arrive dans le jardin, elle va croquer la pomme, donc elle va croquer le fruit défendu, et c'est justement à partir de ce moment-là que va commencer sa descente aux enfers. En parallèle de ça, tout le monde va l'accuser, comme ça a toujours été le cas finalement. Voilà, Ève a croqué la pomme, donc Ève est accusée de tous les maux, on lui dit que tu enfanteras dans la douleur. Elle est la cause de tous les maux, c'est toujours de sa faute, les hommes vont venir constamment l'accuser alors que ce n'est pas elle qui a poussé son mari, c'est lui qui s'est suicidé. Et son mari d'ailleurs, avant de sauter, va lui dire « Non mais de toute manière, je vais sauter et sache que c'est de ta faute ». Mais ce n'est jamais elle qui l'a poussé, elle au contraire a essayé de l'en dissuader. Mais lui, avant de mourir en fait, lui a bien fait comprendre que s'il partait, s'il quittait ce monde, c'était de sa faute. Donc on a tous ces notions d'accusation à tel point que les hommes, eux, vont se liguer, ils vont se liguer entre eux pour faire accuser Harper. Ils se soutiennent. Il vient d'ailleurs exposer la misogynie telle qu'elle est réellement, effrayante en apparence, mais pathétique dans le fond. On passe dans un registre totalement différent avec Incroyable mais vrai, le nouveau Quentin Dupieux sorti le 15 juin. Dans ce film, on suit un couple interprété par Léa Drucker et Alain Chabat qui s'installe dans une maison.
dans un pavillon de banlieue qui correspond totalement à leurs attentes, mais ils vont trouver dans la cave une mystérieuse trappe qui va les conduire à faire une découverte incroyable mais vraie. Il y a une excellente direction d'acteur, la dynamique en fait entre les comédiens est visible à l'écran, il y a un réel plaisir qui se ressent, donc à la fois pour nous en tant que spectateurs, mais aussi chez les acteurs. Voilà, il y a un plaisir qui se fait parce que leurs échanges sont tout simplement jubilatoires. On a une scène de dîner qui est géniale, dans laquelle Quentin Dupieux vient mettre autour d'une table Alain Chabat, Léa Drucker, Benoît Magimel et Anaïs Desmoustiers, et on sent en tant que spectateur le plaisir que Quentin Dupieux prend à mener ces différents comédiens. Le problème c'est qu'un Incroyable mais vrai, ça me laisse sur ma faim parce que pendant 1 heure de film, donc le film dure 1h12, c'est très court comme la plupart des films de Quentin Dupieux, pendant 1h12 on vient te poser des problématiques, on vient te poser des personnages, et ça y est, au moment où enfin tu es investi dans le récit, où tu as envie de connaître la suite, il reste plus que 10 minutes de film. 10 minutes qui vont être extrêmement rushées, c'est une séquence où il n'y a pas de parole, on a uniquement une musique et qui vient condenser, je sais pas réellement combien de temps ça représente, mais ça doit être au moins 5 voire 10 années même de leur vie, de la vie de ce couple, elle est condensée en une dizaine de minutes. Et c'est frustrant parce que cette séquence elle est rushée, et c'est le résultat des bases qu'on nous a posées pendant l'heure précédente. Disons que pendant 1 heure, j'ai le sentiment de ne voir qu'une simple introduction, comme si vous savez, au moment où le récit devait démarrer, eh bien il s'arrête subitement. Un autre film sorti sur Netflix cette fois-ci, réalisé par Joseph Kosinski, l'homme derrière Top Gun Maverick, il s'agit de Spiderhead, sorti le 17 juin. Dans ce film, on suit de mystérieuses expériences qui sont menées sur des patients afin de tester des drogues qui agissent sur les émotions. Spiderhead c'est adapté d'un livre et c'est un film qui est vraiment porté par son concept. Le concept de drogue donc, puisque ceux qui vont venir tester ces différentes drogues, ils ont en leur possession sur leur téléphone une application qui leur permet de régler le niveau de la drogue. Et donc grâce à ça ils peuvent rendre quelqu'un excité, ils peuvent rendre quelqu'un malheureux, ils peuvent le pousser à manger de façon compulsive. Voilà, il y a plein de manières en fait de faire des dérivés de cette drogue. Et c'est un concept qui est passionnant quoi. Enfin, on peut aller vers des tas de directions différentes grâce à ce concept, sauf que il est bien exploité pendant ces 31 minutes. Réellement, toi en tant que spectateur, t'as envie de connaître la suite, ça t'accroche dans un premier temps, sauf que la suite arrive et l'intrigue, elle va exactement là où tu t'attends à ce qu'elle aille. Disons qu'on voit tout arriver à l'avance. Ce qui se passe par la suite, après ces 31 minutes, c'est profondément prévisible. L'intrigue ne parvient jamais à exploiter la richesse de son concept, donc il y a une certaine incapacité en fait à en extraire une histoire complète. On a, comme je vous le disais, pendant 30 minutes ce concept qui est très bien exploité. Ça marche pendant 30 minutes, sauf que sur un temps plus long, sur un temps de 2 heures, eh bien on ne parvient pas à l'utiliser à son maximum. Pour faire simple, on nous donne en tant que spectateur quelque chose de fascinant, en l'occurrence le concept des drogues, sauf que ce ne sont que des miettes. Autour de ça, autour de ces 30 premières minutes, il n'y a que du vide. Un autre film, et pour le coup ça va être l'un des plus grands films de ce mois-ci, voire plus grand film de l'année, il s'agit du biopic consacré à Elvis, réalisé par Baz Luhrmann, et sorti le 22 juin en salle. Pour commencer, il est important de préciser de là où je parle. J'adore le cinéma de Baz Luhrmann et je vous dis ça alors que plus haut dans mon étagère il y a le DVD de Moulin Rouge qui est l'un de mes films préférés de tous les temps. Pour vous faire simple, Baz Luhrmann c'est quelqu'un qui a une réalisation extrêmement psychédélique, qui part dans tous les sens, les plans ils durent quelques secondes, on a de nombreux anachronismes aussi dans ses récits, c'est un cinéma bariolé, parfois kitsch même à certains moments, où il abuse des ralentis ou à l'inverse justement de l'accéléré. Disons que les films de Baz Luhrmann, ce ne sont pas des films à regarder lorsque tu as mal à la tête. Mais moi j'adore ça. J'adore ça et pour cause, Baz Luhrmann est même l'un de mes réalisateurs préférés. La particularité de ce biopic consacré à Elvis, c'est que on ne raconte pas simplement la vie d'Elvis Presley, mais on raconte la vie d'Elvis Presley à travers les yeux de son manager, le mystérieux colonel Tom Parker, Austin Butler, qui interprète Elvis Presley. Oh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que lorsqu'il fait ses déhanchés, on a tous eu chaud, hein, que ce soit homme ou femme, je pense que on était tous dans le même état. Mais Austin Butler est extrêmement doué, il interprète magnifiquement bien Elvis, même si c'est vrai que
Baz Luhrmann lui laisse pas forcément l'occasion de s'exprimer non plus, puisque avec une réalisation aussi bariolée qui passe d'un plan à un autre en l'espace de quelques secondes, on n'a pas forcément de longues séquences fixes où on voit Austin Butler montrer l'étendue de son talent, mais c'est vrai que les fois où on le voit à l'image, waouh, on ne voit que lui. La narration est assez surprenante puisque Baz Luhrmann fait le choix de faire l'impasse sur certains épisodes de la vie d'Elvis. Donc c'est normal quand on fait un biopic, sauf que lui, il va décider pour des événements qui nous semblent essentiels dans la vie d'Elvis, de faire l'impasse dessus. Des événements très importants dans sa vie, il va en parler en 2-3 minutes, tandis qu'à l'inverse, des choses plus anecdotiques en fait, par exemple, on a le tournage de ce Christmas Special à la télé, donc un épisode pour les fêtes de fin d'année qu'Elvis a tourné, on doit au moins passer une bonne vingtaine de minutes dessus. Ce qui fait que déjà ça donne une sensation de longueur. Le film dure 2h40, selon moi je pense qu'il aurait largement pu être raccourci en 2h, voire 2h10, 2h40 c'est pas forcément extrêmement digeste, d'autant plus qu'avec ce rythme un peu en dents de scie en fait, où on met l'accent sur des événements qui ne nous semblent pas forcément très pertinents, et bien ça donne le sentiment qu'à la fin du film, on n'a pas réellement vu la vie d'Elvis. Personnellement, moi je termine le film en étant frustrée et en me disant bon bah ouais, ok, j'ai vu ça, mais finalement la vie d'Elvis c'était quoi? Pour en revenir à la réalisation de Baz Luhrmann, autant c'est très psychédélique dans sa première heure et demie à peu près, mais la dernière heure est bien plus calme, bien plus sage, et c'est vrai que j'en ressors déçue parce que je me dis que Baz Luhrmann avait vraiment l'opportunité de faire un biopic totalement décalé sur la forme pendant 2h40, et en fait il ne le fait que pendant 1h30. Autre long métrage, cette fois-ci appartenant au registre de l'animation, c'est le tout nouveau Pixar sorti en salle le 22 juin, Buzz l'éclair. Dans Toy Story, en fait, le personnage de Buzz l'éclair est inspiré du Ranger de l'espace et le héros d'un film que Andy adore. Et donc Pixar nous donne l'opportunité de découvrir ce film dont Andy est fan. Un film dans lequel on suit le véritable Buzz l'éclair qui se retrouve sur une planète et qui va tout faire pour s'en échapper. Bon, vous l'avez compris au synopsis, on reste bloqué sur une seule planète. Et c'est là que le film échoue parce que la devise de Buzz l'éclair, et je suis désolée pour le mauvais jeu de mots, mais c'est littéralement vers l'infini et au-delà, on reste coincé sur une seule planète quoi. Donc on n'est pas sur une épopée spatiale comme on pouvait s'attendre avec le personnage de Buzz l'éclair. L'histoire est centrée sur la trajectoire psychologique de Buzz l'éclair. Le problème c'est que la trajectoire du personnage, elle tourne en rond. On commence avec un Buzz l'éclair qui est en quelque sorte un but de lui-même, il va perdre confiance, il va la retrouver en milieu de film, et puis à la fin du film, il va retourner dans le même état qu'il est auparavant, donc un but de lui-même, assez fier, ouais, assez fier de lui, pour faire simple, à ceci près que bon, à la fin du film, il est peut-être plus apte à faire confiance aux autres, à déléguer également, mais c'est la seule évolution psychologique qu'on a, et donc, littéralement, la trajectoire de Buzz l'éclair, elle effectue une boucle, parce qu'on commence à un point, on a une évolution, et en fait, cette évolution va nous ramener au même point que lorsqu'on l'a découvert. Autre film, et ça y est, on commence à voir le bout, sorti donc toujours la même semaine, le 22 juin, c'est donc Black Phone de Scott Derrickson. Dans ce film, on suit Finney Shaw, un adolescent de 13 ans dans les années 70, qui va se faire kidnapper par un homme mystérieux interprété par Ethan Hawke. Dans la pièce où il va être enfermé, il va faire la découverte d'un téléphone accroché au mur, qui malgré le fait qu'il soit débranché, va recevoir des appels. Ces appels proviennent des enfants que le personnage d'Ethan Hawke a précédemment tué. Ils vont tout faire pour aider Finney à s'en sortir. Le récit met du temps à s'installer puisqu'il faut attendre 30 minutes à 30 voire 40 minutes même avant que notre personnage principal se fasse kidnapper, mais c'est 30 minutes qui sont importantes parce qu'en fait elles permettent de poser les bases de cette époque en fait, de poser les bases des années 70, la fin du temps de l'innocence hein, clairement, et de voir aussi toute la violence de cette époque. Derrickson, il nous pose le décor et il nous montre le quotidien de ces jeunes qui doivent vivre avec la menace permanente du ravisseur interprété par Ethan Hawke. Mais il n'y a pas que ça, la violence elle est évidemment chez ce tueur, mais elle est aussi dans les enfants qui se frappent entre eux, elle est dans la violence des parents aussi qui vont venir battre leurs enfants, enfin voilà, c'est vraiment une période très violente et vous l'avez compris, l'enfant il est au cœur du récit. Le ton est donné dès le début. Si Black Phone prend certes la forme d'un film d'horreur, il n'en reste pas moins une histoire d'enfant. Pas enfantine, mais une histoire qui traite des enfants. Mon problème avec Black Phone, c'est la construction du film que je trouve très répétitive une fois que Finney est dans la maison. Puisque il va recevoir le coup de fil de 3 ou 4 enfants je crois, et à chaque fois ça va toujours prendre la même forme. L'enfant va expliquer un peu son histoire,
il va faire part à Finny d'une méthode pour s'échapper. Finny va la mettre en application, sauf que ça ne va pas fonctionner. Un petit temps va s'écouler, et puis bim, un autre appel. Et ce procédé-là va être repris 3 ou 4 fois dans le récit. Et c'est dommage parce que les 30 premières minutes t'annoncent un film réellement prometteur, une histoire qui est centrée sur les enfants, malgré sa forme de film d'horreur. C'est vrai que moi ça m'a rappelé le film Ça, qui est carrément là-dedans, hein, où littéralement on traite de cette période particulière de la vie, mais à travers le prisme fantastique / horrifique. Black Phone, ça reprend la même idée. Mais le problème c'est qu'une fois arrivé dans la maison, la structure répétitive avec les appels des enfants transforme le film en un banal huis clos. Avant-dernier film, et j'ai envie de pleurer quand je vous en parle parce que j'en viens pas que je me suis infligé ça. J'aurais clairement dû aller voir autre chose plutôt que de m'infliger Arthur Malédiction, sorti le 29 juin en salle. Dans ce film, on suit Alex, qui est un grand fan, enfin fan c'est même pas un terme, hein, il est obsédé par l'univers d'Arthur et les Minimoys. Et ses camarades, pour son anniversaire, vont décider de l'envoyer sur le lieu où a été tourné les films Arthur et les Minimoys. Sauf que là-bas, il va se produire d'étranges événements. Déjà, le film part du postulat que Arthur et les Minimoys, c'est une saga culte. Ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas. Notre personnage donc est obsédé par cet univers, à tel point que chaque année il force ses amis à regarder la trilogie Arthur et les Minimoys. Une fois qu'ils sont dans la maison, ils sont tout excités parce que regardez, c'est dans ce placard qu'a eu lieu la scène du placard, exceptionnelle. Et puis non, c'est ridicule. C'est ridicule parce qu'il est tellement obsédé par les Minimoys qu'on a ce moment où il va avoir sa première fois avec Talia Besson et il lui parle quoi? De sa collection de figurines Arthur et les Minimoys. Je comprends pas pourquoi est-ce que je m'efforce d'en parler en fait. Pourquoi est-ce que je donne de l'importance à ce film. On va venir prendre tous les... Vous savez, tous les codes classiques du cinéma d'horreur, mais on va venir les pousser à outrance. Je pense notamment à l'arrivée des méchants et t'es obligé de rire tellement c'est ridicule. Donc c'est un soir où il fait très très beau. Les méchants arrivent, on a leur ombre, vous savez, donc ils arrivent de la forêt, on a leur ombre qui se découpe, enfin on voit leur ombre voilà, qui se découpe, et en arrière-plan, d'un coup, on a un éclair. Un éclair. Il fait beau. Il fait beau, on a un éclair en arrière-plan, ça n'a aucun sens. Désolée, c'est le désespoir. Bref, Arthur Malédiction, c'est mauvais, épargnez-vous ça, vous méritez mieux. Enfin, dernier film, et si vous voulez vous offrir quelque chose qui vaut le coup, une belle sorte de cinéma, je vous invite à aller voir Decision to Live, le nouveau Park Chan-wook, prix de la mise en scène au Festival de Cannes, qui est sorti le 29 juin en salle. Dans ce film, on suit un enquêteur qui va enquêter sur la mort mystérieuse d'un homme. Sauf que son principal suspect, c'est son épouse, dont il va commencer à tomber amoureux. Ce que j'aime chez Park Chan-wook, c'est qu'il ne traite pas ses spectateurs comme des idiots. Park Chan-wook ne va pas prendre la peine de nous expliquer l'évidence. Il y a des choses qui semblent logiques en fait, qui nous sautent aux yeux. Et dans certains films, même dans une bonne partie des films, on a tendance à nous surexposer l'intrigue, à nous surexpliquer les choses pour s'assurer que le spectateur a toutes les clés en main pour suivre de façon correcte l'intrigue. Park Chan-wook qui sait que son spectateur n'est pas stupide et donc il va pas prendre la peine d'expliquer des choses qui peuvent se comprendre facilement. Quand je dis qu'ils peuvent se comprendre, c'est des choses qui sont montrées à l'image. C'est une mimique du protagoniste, par exemple, un sourire, je sais pas, un clin d'œil, des lèvres qui vont s'affaisser, bref, des expressions faciales qui, à elles seules, en fait, vont nous faire comprendre ses sentiments. Parce que Park Chan-wook, il va venir distiller des indices dans ces images. L'image, grâce à elle, grâce à la simple imagerie du film, on peut à la fois comprendre l'enquête, mais aussi comprendre les sentiments qui animent nos personnages. Littéralement, la photographie est une plongée dans leurs sentiments. Il n'y a pas besoin de mots en fait pour comprendre Decision to Live. Même si évidemment parfois on nous l'explique, voilà les personnages, évidemment il y a des dialogues qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se trame dans leur esprit, mais il n'y a pas forcément besoin de mots, il suffit juste d'être attentif à eux, à ce qui se passe autour, à leur expression faciale, enfin voilà, un tas d'indices qui n'ont pas forcément besoin d'être explicités pour comprendre l'intrigue. Je pense notamment aux transitions qui voguent entre passé et présent de manière continue et en faisant un parallèle entre tel personnage et tel personnage, eh bien on va comprendre ce qui les anime à l'heure actuelle. Terminons avec les séries, j'en ai 3 à vous présenter. La première c'est le grand succès de l'été, Stranger Things saison 4, dont la première partie est sortie à la fin du mois de mai et la seconde partie est sortie au début du mois de juillet, avec des épisodes dont la durée en a surpris plus d'un, puisque les épisodes font entre 1h10 et 2h,
2h15 je crois pour le plus long. Donc voilà, c'est des épisodes avec des durées impressionnantes, inhabituelles même pour des séries. Et c'est une durée qui est nécessaire parce que dans cette saison, on suit une intrigue qui est fragmentée dans plusieurs lieux. On a beaucoup de protagonistes, il se passe énormément de choses. Et donc il était nécessaire de faire des épisodes aussi longs pour s'assurer qu'aucun personnage ne soit laissé en reste. Cette saison, on peut la qualifier de sombre parce qu'elle verse dès son début dans l'horrifique. La série a parfaitement réussi sa métamorphose. Ces jeunes acteurs qu'on a découverts lorsqu'ils étaient enfants, ils ont grandi, sont maintenant des adultes pour certains. Et ils sont, disons, les parfaites victimes, vous savez, de ces slashers qu'on peut avoir dans les années 80. Je pense à Scream parce que c'est l'exemple le plus parlant, mais où on va poursuivre des jeunes en fait pour les tuer. Bah, c'est exactement ça ici. Les premières saisons c'était plutôt ambiance Goonies, film d'aventure des années 80. Ici on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus sombre parce que les acteurs ont grandi, mais aussi parce que le public a évolué également. Le problème c'est que si cette 4ème saison elle a vocation à être différente de ce qui a été fait précédemment, eh bien elle retombe là-dedans, dans son dernier épisode. Ce que je veux dire par là c'est que le final season, donc l'épisode final, reprend le même schéma, le schéma classique de ce qui a été fait à la fin de chaque saison de Stranger Things. Une fin de saison heureuse avec la mort d'un personnage secondaire apprécié du public, donc qui vient donner un petit côté un peu plus amer à la fin. Il y a une nouvelle menace qui plane, donc on se doute que dans la prochaine saison ils devront l'affronter, et puis ça se termine là-dessus. Et ça fait 4 saisons qu'on a ça. Il est temps que les frères Duffer clôturent cette aventure et qu'ils mettent fin à leur série. Une autre série, cette fois-ci sortie sur Disney+, qui a entamé sa diffusion au mois de mai et qui s'est achevée au mois de juin, c'est Kenobi. Kenobi, c'est une série qui s'inscrit dans l'univers Star Wars et qui prend place après la prélogie. La prélogie, c'est sorti en 2000, dans les années 2000. C'est une trilogie de films dans laquelle nous suivions le personnage d'Obi-Wan Kenobi et son apprenti Anakin Skywalker qui va basculer dans le côté obscur de la Force en devenant Dark Vador. Cette série prend place une dizaine d'années après. On retrouve le personnage d'Obi-Wan qui a abandonné son sabre laser et qui désormais vit en exil dans le désert de Tatooine. Sauf qu'Obi-Wan, il culpabilise énormément de n'avoir pas pu empêcher Anakin de sombrer. Cette série se situe dans une période assez particulière puisque ça fait suite à l'ordre 66, un ordre lancé dans la prélogie qui vise à exterminer tous les Jedi. Ils sont traqués et ne peuvent donc plus utiliser leur pouvoir publiquement. Notre Obi-Wan Kenobi, il est rouillé, ça fait des années qu'il ne s'est pas servi de la Force, et si certains se sont plaints parce que forcément ils ne réalisent pas les mêmes exploits qu'ils pouvaient le faire auparavant, moi je trouve ça intéressant parce que justement c'est un Kenobi bien plus âgé, qui est marqué par la vie, qui est marqué par son expérience aux côtés d'Anakin, et par conséquent il va mettre du temps en fait avant de retrouver sa force d'antan, et je suis même pas sûre qu'à la fin de la série il l'ait réellement retrouvé. Malgré le retour d'Ewan McGregor qui est l'un des acteurs favoris, je dois avouer que j'ai été extrêmement déçue, comme bon nombre de fans, puisque Kenobi, eh bien, il ne s'y passe pas grand chose. D'abord parce que la structure est répétitive. Kenobi est en fuite, il va tomber sur un nouvel allié, il va tomber sur l'Empire va essayer de le capturer, et il va avoir l'aide de son nouvel allié. Son nouvel allié va le partir, ou bien il va mourir, ou voilà. Kenobi va être en fuite pour échapper à l'Empire, et bam, il va rencontrer un nouvel allié. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça pendant les 6 épisodes. C'est évidemment dû au fait que cette histoire, elle devait de base être racontée dans un film, donc dans un format de 2 h, je pense 2h30, et que ça a été adapté en série. Sauf que ce n'est pas le format qui s'y prête, un film aurait été bien plus pertinent pour raconter une histoire pareille. Ce qui justifie aussi qu'il ne se passe pas grand chose, c'est que la série Kenobi est entourée de 2 trilogies de films, dans lesquelles apparaît Obi-Wan Kenobi, et par conséquent on sait qu'il ne peut rien lui arriver. On sait qu'il ne peut rien lui arriver parce qu'on va le retrouver quelques années après dans la trilogie originale. C'est un peu comme pour Jurassic World, on sait pertinemment que nos personnages principaux sont protégés par l'armure scénaristique. Mis à part les personnages secondaires qui vont mourir, il n'arrivera pas grand chose aux autres. Enfin, dernière série sortie sur Netflix à la fin du mois de juin. C'est une série que personne n'avait demandé, que personne n'attendait particulièrement. J'avais fait un sondage sur Instagram il y a ça quelques mois pour vous demander si vous étiez intéressé ou non, et je sais que beaucoup de monde avait répondu que vous passiez votre tour. C'est compréhensible puisque le remake coréen de La Casa de Papel, Money Heist Korea, n'apporte pas grand chose à ce qui a été proposé auparavant.
La Casa de Papel, ça s'est achevé au mois de décembre 2021. C'était il y a 8 mois au moment où vous regardez cette vidéo, donc un remake n'était absolument pas nécessaire. L'histoire est suffisamment récente dans nos esprits pour qu'on s'en souvienne. Globalement, la série suit la même intrigue, les personnages ont les mêmes noms, il n'y a pas énormément de modifications en termes de scénario, si ce n'est au niveau du contexte, et pour le coup c'est vraiment le point le plus intéressant de la série, l'utilisation de son contexte politique, puisque l'intrigue prend place dans une Corée réunifiée, la Corée du Nord et la Corée du Sud se sont rassemblées et donc c'est quelque chose qui va avoir déjà donc des impacts sur les relations politiques. Ça va aussi avoir des conséquences sociales forcément parce que ça va diviser les personnes du Sud et les personnes du Nord. Et c'est également le cas dans la banque, chose qui est assez brillante. C'est une idée que Berlin, donc le personnage de Berlin, interprété par Park Hae-soo, qui était phénoménal. Selon moi, c'est lui d'ailleurs le gros point fort de la série. Il a interprété Sang-woo dans la série Squid Game où il était exceptionnel et même chose, il vole la vedette dans le remake coréen de La Casa de Papel. Pour un note à part. Mais en ce qui concerne voilà, le braquage de la banque, ce personnage, donc le personnage de Berlin, va avoir l'idée de séparer les otages en deux catégories. D'un côté les otages qui viennent de la Corée du Sud et de l'autre les otages qui viennent de la Corée du Nord. Et il va instaurer cette règle disant que si une personne venant de la Corée du Sud fait une erreur ou essaie de s'échapper, ce sont les personnes de Corée du Nord qui vont en pâtir. Et donc ça va créer des tensions immenses dans la banque puisque tout le monde va se suspecter les uns et les autres. Mais honnêtement, c'est l'un des rares points réellement pertinents qu'apporte ce remake. De toute manière, si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai préparé... De toute manière, si vous voulez en savoir plus, sachez que j'ai tourné une vidéo dans laquelle je mets en comparaison ces deux programmes avec un système de comptage de points où je compare les deux programmes sur plusieurs thèmes, les personnages, l'action, la photographie, le contexte, voilà, plusieurs thèmes qui sont abordés et d'autres que je n'ai pas mentionnés. Je sais pas réellement quand ça sortira, c'est vrai qu'il faut encore que je la monte, mais si vous voulez en savoir plus sur cette série et sur... de manière générale, laquelle choisir, laquelle est réellement la plus intéressante d'entre les deux, je vous invite à vous tourner vers cette vidéo. Lorsqu'elle sortira, bien sûr. C'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Ce mois de juin était extrêmement riche, comme je vous l'ai dit, en découvertes. Et waouh, oui, bah avec le mois de mars, je peux dire que c'était clairement le mois le plus chargé de l'année. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire aussi les découvertes que vous avez pu faire ce mois-ci. Ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.